Bonjour à tous et bienvenue dans Roman en parle, le podcast qui parle de psychologie. Je suis très contente de revenir avec ce format individuel avec lequel j'ai commencé les podcasts. C'est vrai que ces derniers mois, je me suis plutôt consacrée au format interview puisqu'il semblait vous intéresser davantage et puisque j'avais le grand plaisir de recevoir des invités d'exception. D'ailleurs, ces interviews sont toutes disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de Roman en parle. Vous pouvez aller les retrouver chacune sur votre plateforme préférée. En tout cas, aujourd'hui, je reviens toute seule pour un sujet un peu particulier, très très important, mais un peu complexe à aborder. Ça fait, pour être honnête, plusieurs mois que j'ai l'intention de créer un podcast à ce sujet, mais c'est pas évident de trouver les mots justes sans être trop lourde, sans être trop grave dans le ton, mais en même temps suffisamment précise pour que le message passe bien et pour noter l'importance du sujet. Effectivement, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des violences sexuelles et notamment des violences sexuelles faites aux enfants. Parce que dans ma pratique professionnelle, honnêtement, entre 75 et 80% des patientes féminines que je reçois ont déjà subi des violences au cours de leur vie et une grande partie d'entre elles ont subi des violences sexuelles au cours de leur enfance. Et pourtant, quand j'en parle avec les gens autour de moi, j'ai quand même l'impression que ce sujet est perçu comme étant assez lointain. Les événements de violence sexuelle sont souvent attribués à une catégorie sociale ou familiale particulière. Les gens ont du mal à imaginer que ça puisse se passer dans leur propre famille ou dans leur propre environnement proche, familial ou amical. Et d'ailleurs, en fait, ce qui m'avait un peu donné envie de faire ce podcast, c'est une discussion avec une amie qui était à l'époque une des premières copines de notre groupe d'amis et qui avait des enfants et qui avait eu une fille. Et je lui disais, oh là là, enfin, elle était trop contente d'avoir une fille et elle espérait au fond d'elle-même que son bébé soit une fille, même si elle aurait été évidemment très heureuse si ça avait été un garçon. Mais quand elle m'annonçait donc que c'était une fille, je disais, oh là là, moi comme dans la société actuelle, comme j'aurais peur d'avoir une fille, je serais stressée un peu des personnes qu'elle serait amenée à côtoyer, à rencontrer au cours de sa vie, dans son enfance, etc. Et ma copine était hyper surprise de ma réflexion. Elle me dit, mais ah bon, t'es sûre que t'exagères pas un peu? Et en fait, je me suis rendu compte que de par mon métier, de par ma pratique professionnelle en tant que psychologue, j'étais très 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 fréquemment exposée à des victimes de violences sexuelles. Comme je le disais, une majorité des patients et des patientes surtout que j'accompagne ont été victimes au moins une fois dans leur vie de violences sexuelles et souvent dans l'enfance. Et du coup, pour moi, c'est un sujet qui est omniprésent déjà dans ma pratique, dans mon métier, mais aussi dans notre société. Et en fait, pour mes amis, pour mes proches, ça semblait au contraire être quelque chose de très lointain, des situations très exceptionnelles, très rares, et finalement assez isolées dans la société et dans la vie en général. Et donc, en fait, c'est ce décalage-là qui me pousse à vouloir parler de ce sujet pour vous sensibiliser sans créer de la paranoïa, hein, bien évidemment, mais vous sensibiliser, vous parler de la réalité du terrain quand on est professionnel de santé et notamment psychologue, vous donner des chiffres, vous donner aussi quelques explications contextualisées et essayer ensemble d'aborder ce sujet qui est quand même déjà très tabou en vrai en France, mais aussi assez complexe à identifier. D'abord, comme je vous le disais, dans ma pratique professionnelle, les violences sexuelles, c'est un sujet auquel malheureusement je suis plutôt confrontée parce que beaucoup de personnes qui me consultent pour des sujets qui peuvent être tout autres, hein, ça peut être une consultation qui initialement porte sur un trouble anxieux généralisé, une dépression,
ça peut être un mal-être sans vraiment savoir pourquoi, et parfois c'est aussi des personnes qui viennent consulter justement parce qu'elles traînent ce psychotraumatisme lié à l'agression sexuelle depuis des années et qu'elles n'ont jamais pu s'en libérer, puisque peut-être parfois elles n'ont jamais pu en parler tout simplement. Donc déjà, ces chiffres, enfin cette observation personnelle que j'ai dans ma pratique professionnelle au sein de mon cabinet, elle se retrouve dans les chiffres qui ont été publiés par la CIVIS, qui est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et en novembre 2023, la CIVIS, elle a sorti, enfin, elle a publié, pardon, un rapport qui s'appelle On vous croit. Donc déjà, je trouve que le titre, il est pas anodin et on verra par la suite pourquoi. Mais dans ce rapport, ils vont revenir donc sur 3 ans de travail, plus de 30 000 témoignages qu'ils ont collectés sur tout le territoire français, et ils vont publier ce rapport avec des chiffres qui sont extrêmement alarmants. Notamment, le rapport établit que 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France. Ça correspond à peu près à un enfant victime de violences sexuelles toutes les 3 minutes sur une année entière. Ça veut dire que depuis le début de ce podcast, qui en est à peu près 6 minutes, 2 enfants ont été ou auraient pu être victimes de violences sexuelles. Déjà 2 enfants depuis le début de ce podcast. C'est énorme. Le rapport, il établit aussi que aujourd'hui, en France, on aurait environ 5,4 millions d'adultes victimes de violences sexuelles au cours de leur enfance. C'est-à-dire que ces enfants, bien évidemment, ces 160 000 victimes d'enfants de violences sexuelles chaque année, ben, un jour elles deviennent adultes, et aujourd'hui en France, parmi la population française, on aurait environ 5,4 millions d'adultes qui auraient été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Sur le profil des agresseurs, le rapport établit que dans 97% des cas, l'agresseur est un homme. Dans 80% des témoignages recueillis par la CIVIS, les violences sexuelles sont incestueuses. Ça veut dire qu'elles ont été commises par quelqu'un, par un membre de la famille, par quelqu'un de la famille de la victime. Et c'est également quelque chose que j'observe dans ma propre pratique professionnelle. La plupart des personnes que j'accompagne qui ont été victimes de violences sexuelles ont été agressées par un membre de leur famille direct. Et lorsque ce n'est pas le cas, lorsqu'il ne s'agit pas d'un membre de la famille, très fréquemment il s'agit d'un proche de la victime. Ça peut être un ami du couple parental, un éducateur sportif, le mari d'une nounou, ou quelqu'un en tout cas qui fait partie quand même de l'environnement de la victime sans être directement de la famille. Mais ce chiffre, il est hyper important. Quand on dit que 80% des agressions sexuelles sont commises par un membre de la famille, on est bien loin de l'image collective que les gens ont d'un agresseur sexuel. On est loin de l'inconnu étranger à la victime qui se balade dans le parc d'enfants avec un petit sachet de bonbons. On est loin aussi vous savez, dans les films ou quand on était petit, de cette image qu'on a d'un inconnu qui erre devant les écoles avec une petite camionnette et puis qui attire les jeunes filles ou les jeunes garçons dans sa camionnette grâce à des bonbons. Non, là, on n'est pas sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, on n'est pas sur un inconnu, dans la plupart des cas. On est sur un agresseur qui potentiellement s'assoit en face ou à côté de vous à chaque repas de famille, quelqu'un que tout le monde connaît autour de vous, et quelqu'un qui souvent, et ça c'est vraiment quelque chose que j'observe dans ma pratique, mais qui se retrouve aussi dans le rapport de la CIVIS, quelqu'un qui souvent va être apprécié au sein de la famille, va même parfois être valorisé, idéalisé, presque en tout cas quelqu'un qui va être consciemment ou inconsciemment protégé par tout ce système familial.
Ça, c'est vraiment intéressant parce que selon cette même Civise, cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, selon une enquête qu'ils ont réalisée en 2024, donc un an après le rapport de 3 années de travail, la Civise déclare et montre que selon cette enquête, 60% des Français savent que les agresseurs sont des proches ou des membres de la famille, ils en sont conscients. Pourtant, 4 Français sur 10 continuent à imaginer que les agresseurs sont en majorité un inconnu, un prédateur extérieur, quelqu'un qui rôde dans les parages. Et en fait, ce fantasme du danger venu d'ailleurs, de l'étranger inconnu dans la rue qui viendrait agresser les enfants, protège une vérité qui est bien plus difficile à avaler, c'est l'idée que le danger est majoritairement à l'intérieur, à côté de vous, probablement, ou en tout cas fort probablement, dans votre famille ou dans la famille d'un de vos proches. Et donc le fait que l'agresseur soit en majorité un membre de la famille, quelqu'un qui appartient au système familial de la victime, et bien forcément, ça engendre des difficultés pour la victime de dénoncer ce qui se passe, de sortir du silence pour parler à quelqu'un, pour pointer du doigt ce qui se passe, pour accuser quelqu'un qui pourrait être son père, son tonton, son grand-père, son cousin ou même son frère. Et en fait, pour ces femmes, pour ces victimes en tout cas, sortir du silence lorsque l'agresseur est un membre de la famille, c'est un processus qui va être extrêmement long, extrêmement complexe, parce que accuser un membre de sa famille, c'est forcément prendre le risque de faire éclater cette famille, de perdre le semblant de stabilité qui peut parfois, malgré tout, donner l'impression de nous protéger, donner l'impression qu'on est dans une sorte de sphère qui est protectrice ou en tout cas sécure, parce qu'il y a parfois que ça qu'on connaît. Prendre le risque aussi de sortir du silence, c'est affronter le risque de division au sein de la famille, c'est supporter la peur de ne pas être cru, parce que comment être sûr que notre famille va nous croire lorsqu'on dira que le papy a agressé l'enfant, le petit enfant, ou que son frère a agressé sa sœur. C'est pas évident de sortir du silence. Il y a toujours cette peur de ne pas être cru chez les victimes, mais encore plus lorsque l'agresseur est un membre de la famille. Il y a aussi forcément une peur d'être jugé et l'angoisse surtout de ce qui arrivera à l'agresseur qui, ne l'oublions pas, fait dans 80% des cas partie de la famille. Et petite parenthèse dans ce que je suis en train de dire, mais pendant que j'y pense, je trouve pertinent de le dire. On voit beaucoup quand il y a en France des affaires de pédocriminalité ou des accusations d'agression sexuelle, on dit souvent oui, il faudrait remettre en place la peine de mort. Sachez que moins de 10% des agressions sexuelles sont nommées. C'est-à-dire que seulement 10% des victimes d'agressions sexuelles portent plainte ou entament des procédures judiciaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a souvent déjà la peur d'en parler, la peur de ne pas être cru, la peur des conséquences, mais parce que, comme je le disais, dans 80% des cas, l'agresseur est un membre de la famille. Donc la victime, malgré tout ce qu'elle a pu subir à cause de cet agresseur, elle redoute ce qui va se passer pour son agresseur. Elle redoute l'éclatement de la famille, elle redoute que son père ou son grand-père ou son oncle aille en prison. Et puis qu'adviendra-t-il en fait si son oncle est en prison, si son grand-père est en prison? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tout le monde va lui en vouloir à elle, la victime, d'avoir parlé? Est-ce que ce sera de sa faute? Parfois il y a aussi malgré tout de l'attachement pour la personne. Ça m'est arrivé, d'avoir des victimes qui ont été agressées par le frère. Est-ce qu'on a envie que son frère aille en prison malgré tout ce qu'il a fait, malgré l'agression sexuelle? Est-ce qu'on a envie que son frère aille en prison? C'est hyper dur pour les victimes d'imaginer ça. Même si effectivement c'est grave ce qui s'est passé, même si effectivement la justice devrait amener l'agresseur en prison, pour une victime c'est extrêmement difficile. Donc imaginez
que la peine de mort soit établie pour les agresseurs sexuels? Ben, je pense honnêtement que les victimes parleraient encore moins. Parce que déjà, le fait d'imaginer l'agresseur, qui est souvent un membre de la famille en prison, parfois les empêche, et très souvent les empêche de sortir du silence. Mais alors si elles savent que cette même agresseur, en fait, c'est pas la prison qu'il risque, c'est la peine de mort, honnêtement, je pense qu'il y aurait encore moins de victimes qui parleraient et qui sortiraient du silence. Je pense que la problématique judiciaire, c'est pas une question de peine. C'est pas, il faut pas mettre une peine de mort. Non, je pense que dans ces situations-là, et c'est légitime dans la situation. Je prends pour exemple la situation qu'il y a eu récemment en France de la petite Liana. Il y a eu effectivement un grand rassemblement, beaucoup de manifestations qui ont été mises en place pour, bah, à juste titre, dénoncer les défaillances du système judiciaire dans cette affaire. Et effectivement, il y a de quoi être révolté par ce qui se passe aujourd'hui dans le système judiciaire, puisque les défaillances de la justice, elles existent, elles sont graves, elles nous épuisent, nous, professionnels de santé, parce qu'on y est très fréquemment, malheureusement, confrontés. Quand on dit défaillance, en fait, on pourrait même dire le système judiciaire, parce qu'en fait, c'est des défaillances qui sont hyper communes, c'est ce qui se passe le plus souvent. Mais en fait, la justice, elle arrive finalement très tard dans les violences sexuelles, dans ce processus de violence sexuelle. La justice est donc ce dont les gens parlent, oui, il faut mettre une peine de mort, il faut mettre une prison à perpétuité. En fait, tout ça, oui, on est d'accord qu'aujourd'hui, il y a une énorme défaillance au niveau du système judiciaire, on est d'accord qu'il faut que ça change, surtout quand on voit les chiffres qui donnent le tournis, notamment quand on sait que 86% des plaintes pour agression sexuelle sont classées sans suite. Oui, effectivement, on a envie de se rebeller, de manifester, de se révolter, on a envie que ça change parce que c'est pas normal d'avoir ce type de chiffres et c'est pas normal aujourd'hui qu'un agresseur sexuel, quand même il est identifié, ne soit pas condamné. On est d'accord. Euh, on sait aussi aujourd'hui que seulement une plainte sur 6 aboutit à une condamnation pour agression sexuelle et seulement une plainte sur 10 aboutit à une condamnation dans les cas d'inceste, alors même qu'on sait que dans 80% des cas d'agression sexuelle, l'agresseur est un membre de la famille. Donc bien sûr que c'est important de pointer du doigt ce système judiciaire et ce podcast n'a pas pour but de démonter tout ça. Par contre, le point sur lequel moi je veux vraiment insister, c'est que comme je le disais, ce système judiciaire, il arrive au bout d'une chaîne qui est bien plus grande. Bien avant le système judiciaire, il y a vous, il y a nous, il y a tout l'entourage, tout l'environnement d'une victime. Il y a ce qu'on pressent et ce qu'on préfère ne pas voir. Il y a ce qu'on va entendre, mais ce qu'on va préférer étouffer. Il y a la façon dont la parole d'une victime va être soit accueillie ou alors abandonnée. Et pour moi, c'est vraiment là que quelque chose doit changer aujourd'hui en 2026, c'est sur l'environnement d'une victime. Comme je vous le disais, oui, bien sûr, il faut que les peines évoluent, il faut qu'il y ait plus de sévérité dans la législation, que les victimes soient plus protégées. Mais en fait, le problème, il n'est pas que au niveau du système judiciaire, le problème, il est dans le fait que peu de victimes de violences sexuelles sortent du silence. Les patientes que je reçois qui me parlent des violences sexuelles qu'elles ont subies dans l'enfance, en grande majorité, elles ont plus de 40 ans. La grande majorité tourne autour de la cinquantaine, de la quarantaine. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont jamais osé en parler avant, pour toutes les raisons que je disais. La peur d'être jugée, la peur de faire éclater une famille, la peur des représailles, la peur de ce qui va arriver à l'accusé qui parfois est un membre de la famille adulé, aimé, apprécié, mais aussi parce qu'il y a plein d'autres mécanismes qui entrent en jeu, comme la sidération, l'amnésie traumatique, le stress post-traumatique, etc. Mais il y a aussi certaines personnes qui viennent, qui me consultent, qui en parlent pour une des premières fois, pas toujours pour la première fois, des personnes qui en ont parlé à leurs proches, mais à qui on a demandé de se taire.
Et ça, je vous jure que dans ma pratique, c'est extrêmement commun. Des dames qui, à l'époque, quand les événements se sont produits, quand les agressions ont eu lieu dans leur enfance, quand elles sont allées voir leur maman et qu'elles ont dit voilà ce qui se passe, voilà ce que m'a fait papa, ou voilà ce que m'a fait mon grand-père ou mon frère, leur maman ont dit tais-toi, ça nous est tout arrivé, mais faut pas en parler, faut pas éclater la famille, il faut fermer ta bouche. Et je vous promets que c'est commun. C'est pas si rare que ça. Et en fait, c'est à mon sens, là que doivent bouger les choses en premier lieu. Parce que bien sûr qu'il faut libérer la parole, il faut que les gens puissent parler, que les victimes de violences puissent s'exprimer. Mais pour que les victimes de violences puissent s'exprimer, il faut qu'il y ait de l'écoute. Il faut qu'il y ait un terrain favorable à l'expression de leurs paroles. Si on les étouffe, si on leur demande de se taire, si on leur demande de faire comme si ne s'était rien passé, on crée un double traumatisme, un traumatisme dans le traumatisme. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent se produire, c'est les paroles qui ne vont pas forcément être entendues. C'est-à-dire que les gens vont accueillir la parole, mais vont faire par la suite comme si de rien n'était. Ne vont pas donner du soutien à la personne à la victime qui a osé en parler, ne va pas des personnes qui ne vont pas lui proposer de l'aide, un accompagnement. Est-ce que tu veux que je t'aide à aller porter plainte? Est-ce que tu veux que je t'aide à aller voir un psychologue? Est-ce que tu veux venir à la maison en attendant que les choses se règlent? En fait, le plus souvent, lorsque les victimes sortent du silence, il n'y a absolument aucun soutien qui émerge à la suite de ça. Quasiment aucun. Ça arrive par chance, mais c'est pas systématique. Et les choses, elles doivent vraiment changer sur ce point-là, dans nos réactions les plus ordinaires, dans notre capacité à écouter la parole d'une victime, sans déplacer le problème sur elle, sans essayer de l'accuser. Est-ce que comment t'étais habillée? Mais est-ce que tu l'as pas un peu voulu? Mais est-ce que tu l'as laissé faire? Mais est-ce que t'es sûr que tu lui as dit non? Non, la victime est victime. Elle n'a pas à répondre des agressions qu'elle a subies. En fait, il faut qu'on prenne conscience que le courage, il vient dans la protection d'une personne victime plutôt que dans la protection d'une réputation, d'une habitude familiale ou dans un semblant d'équilibre qui finalement parfois est extrêmement toxique, nocif, destructeur. Dans le fait très concrètement que une mère doit choisir, c'est vraiment doit choisir de protéger et de soutenir son enfant qui potentiellement est victime de violences sexuelles plutôt que de préserver la réputation de sa famille, son mari ou son père ou son frère peut-être, qu'un frère, qu'une amie, qu'un proche eh bien, puisse ne pas minimiser la parole d'une victime, puisse ne pas détourner les yeux lorsque un proche, un ami, une sœur, un frère puisse parler, sans avoir à détourner les yeux en fait, sans laisser la victime seule avec les conséquences de sa parole. Et l'engagement concret en fait dans ces processus de violence sexuelle, il passe par ça en fait, par ces petites actions que vous pouvez faire dans votre vie, dans ces moments où quelqu'un vous confie avoir été victime de quelque chose, ou même dans les moments où vous êtes témoin, direct ou indirect, d'une situation qui ne vous paraît pas normale, de gestes qui ne vous paraissent pas adaptés, de quelque chose qui peut vous mettre mal à l'aise et qui peut vous faire dire je sais pas si j'aimerais qu'on fasse ça à ma fille ou à mon fils. Je sais pas si ça me paraît hyper adapté ce truc-là. Mais en fait, c'est dans ces moments-là que ce que vous allez faire va compter infiniment plus que le tribunal, que les décisions en fait judiciaires. Bien sûr qu'il faut que par la suite, une fois qu'il y a des démarches judiciaires qui ont entamé, bien sûr qu'il faut qu'il y ait une une punition, entre guillemets, une pénalisation de ce qui s'est passé. Bien sûr, il faut que la victime soit réparée. Mais en fait, même si demain l'agresseur de la victime entre en prison, si toute sa famille lui a tourné le dos, ou si sa famille ne l'a pas cru, ou l'a mise en doute, a remis en question sa légitimité, la véracité de ses propos,
elle aura jamais, 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 jamais le sentiment d'avoir été, entre guillemets, réparée de ce qu'elle a vécu. Donc c'est vraiment important et ça me paraissait vraiment important de parler de tout ça avec vous parce que c'est des choses que j'observe beaucoup dans ma pratique en tant que psychologue et pas seulement lorsque j'étais en service de psychiatrie, mais encore aujourd'hui dans ma pratique en libéral où on n'est pas sur des personnes qui sont fragilisées, qui peuvent être marginalisées dans la société. Non, là j'accueille monsieur et madame tout le monde. La victime, ça peut être votre médecin, comme votre instit, comme votre comptable, comme votre voisine, votre belle-sœur, ou peut-être même en fait votre sœur ou votre cousine qui en a peut-être jamais parlé. Et il y a des choses à faire dans ces moments-là. Et la première chose à faire, comme je le disais, c'est poser des questions, ne pas hésiter quand vous voyez qu'il y a un enfant qui peut-être a des comportements particuliers ou quand il y a une relation qui est un peu ambiguë ou inadaptée avec un des membres de la famille, bah, n'hésitez pas à questionner l'enfant ou même l'adulte si vous avez le courage de le faire et si vous n'avez pas peur. Questionner, mais aussi montrez-vous bienveillant, empathique, montrez-vous suffisamment à l'écoute pour que les personnes qui vivent ce type d'événements traumatiques, ces agressions, puissent se sentir avec vous en confiance d'en parler et qu'elles savent, ces personnes, que elles seront crues, justement, hein, rappelez-vous le titre du rapport de la Civis, on vous croit, qu'elles puissent se sentir crues sans être mis en doute, sans être responsabilisées de ce qui s'est passé aussi, et sans avoir à être tenues responsables d'un éclatement familial ou des vagues, des tourments que ça pourrait générer si ça devait être amené à, à aller plus loin dans les démarches judiciaires, justement. Et oui, c'est extrêmement important d'avoir conscience de tout ça, de savoir qu'en fait, on a tous un rôle à jouer là-dedans. Il n'y a pas que le système judiciaire qui est défaillant, il y a aussi tout le système environnemental, tout le système familial autour des victimes qui est défaillant. C'est que malheureusement, aujourd'hui, il y a trop peu de victimes qui osent parler. Quand elles le font, c'est très, très, très tard. Comme je vous le disais, à environ 50 ans pour des violences sexuelles qui ont eu lieu quand elles avaient 6-7 ans, donc plus de 45 ans après. Voilà, c'est important d'avoir conscience de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, on manque pas d'exemples qui traduisent ce manque d'agissement de la part de l'environnement d'une victime. Je vous donne un exemple, mais enfin plusieurs exemples, mais là, dans l'actualité récente, on a eu l'affaire de Patrick Bruel qui, depuis mars 2026, est accusé par plus d'une trentaine de femmes de viol, d'agressions sexuelles, pour des faits qui remonteraient jusqu'à 1991 quand même, donc plus de 30 ans, et notamment parmi ces accusations, un viol d'une mineure de 16 ans. Et en fait, depuis mars 2026, depuis que il a été accusé justement publiquement par ces femmes, il a quand même pu continuer pendant un long moment à être libre, à se produire sur scène, à chanter devant des publics. Alors certes, c'est son droit, puisqu'en France, malgré plus d'une trentaine de plaintes, il est présumé innocent, donc il avait le droit de continuer sa vie. Mais moi, ce qui m'a dérangé là-dedans, c'est que quand on entendait les interviews concernant cette affaire de Patrick Bruel, c'était toujours la même chose qui était dite. On entendait oui, on savait qu'il pouvait avoir des comportements insistants, c'est pour ça qu'on faisait attention à ne jamais mettre une jeune fille toute seule avec lui. On entendait oui, on savait qu'il fallait pas le laisser avec les jeunes filles parce qu'il avait un penchant pour les filles immatures, enfin en tout cas pas assez mûres. Enfin, des règles en fait non écrites mais qui mettaient en garde finalement de manière un peu implicite les hôtesses ou les réceptionnistes d'hôtels ou des jeunes artistes qui pouvaient être amenés à rencontrer un gars qui, a priori aux yeux de tous, était connu comme un prédateur sexuel, mais finalement, c'est à croire que tout le monde savait qui était Patrick Bruel, ce qu'il était capable de faire, mais pourtant personne ne faisait rien. Il faut attendre 2026
pour qu'enfin ils puissent passer au tribunal pour des faits qui remontent à 1991. Et c'est la réalité aujourd'hui dans le monde de la pédocriminalité et des violences plus largement faites aux femmes. Finalement que tout le monde sait, mais on dit trop rien, et puis on le laisse se produire. Et puis on voit des gens qui vont le voir sur scène et qui disent oui, ça me regarde pas, moi je suis pas dans toutes ces histoires. D'accord, mais du coup, c'est un peu deux, deux salles, deux ambiances, entre guillemets, entre l'affaire Liana où tout le monde sort dans la rue pour protester contre le système judiciaire, c'est pas normal, vous vous rendez pas compte, ça aurait pu être évité. Et puis, dans un autre côté, il y a des gens qui vont. Alors, j'espère que c'est pas les mêmes personnes, hein, quand même, mais il y a des gens qui vont au concert de Patrick Bruel en disant oui, oui, on sait qu'il est accusé pour des viols, des agressions sexuelles, notamment sur mineurs, mais c'est pas notre problème, c'est pas notre histoire. Nous, tant qu'il se produit sur scène, on ira le voir et on le soutiendra. Et c'est ça, en fait, qui crée cette dissonance pour nous, professionnels de santé. C'est que comment une victime euh, de violence sexuelle peut se sentir suffisamment en sécurité pour s'exprimer quand on voit qu'aujourd'hui, les agresseurs sont protégés. Alors, à la fois, comme on le disait, par le système judiciaire, mais aussi par la société. C'est-à-dire que tout le monde savait ce qu'il était capable de faire, mais personne, un jour, s'est dit que peut-être c'était bien de mettre cet homme-là en prison, ou en tout cas d'en faire quelque chose d'autre que juste essayer de dire aux filles, oui, attention à lui, ne vous approchez pas trop. Enfin, ça me paraît un peu léger quand même comme comportement. Et puis, je peux poursuivre mes exemples pendant hyper longtemps, mais on a l'affaire Betaram, qui est une école catholique privée dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est pareil, c'est une affaire française qui a été un peu publiquement exposée ces dernières années, mais on sait qu'il y a eu plus de 200 enfants victimes de violences sexuelles étalés sur un demi-siècle, donc 50 ans, que ce soit des années 1950 jusqu'aux années 2010. On a au moins 14 agresseurs identifiés donc on disait plus de 200 enfants victimes de violences sexuelles, 14 agresseurs identifiés, des signalements qui ont été ignorés entre 1993 et 2013. Pendant plus de 20 ans, les signalements ont été totalement ignorés, alors même qu'on avait toutes les preuves sur ces violences et ces agressions sexuelles. On a l'affaire Epstein qui n'est pas une affaire à proprement parler française, mais qui implique malgré tout des Français dans cette affaire. Et là, pareil, on parle d'agression sexuelle, on va même plus loin dans cette affaire. On parle de trafic d'enfants, de jeunes femmes, on parle de viol organisé à l'échelle internationale. Et là encore, une grande partie du monde préfère regarder ailleurs. On en parle, mais sans en parler, alors qu'aujourd'hui, il y a tout un dossier de charges vérifiées, avérées, qui parle de cette affaire qui est gigantesque et qui est vraiment hallucinante et extrêmement flippante, hein, pardon du terme, mais qui fait vraiment peur. Et là encore, quand on regarde l'ampleur de cette histoire par rapport à l'ampleur qu'elle prend dans les médias, on se rend compte qu'en fait, c'est pas grand chose. Et toutes ces affaires, en fait, qui sont sur des échelles énormes, hein, à Betaram, on parle de 200 enfants victimes de violences sexuelles minimum. Là, dans l'affaire Epstein, je peux même pas vous dire tellement c'est innombrable le nombre de victimes. Mais c'est pour vous montrer que c'est loin d'être des sujets, des situations isolées, rares et exceptionnelles. On est sur des sujets qui touchent tout le monde, tout le temps, partout autour de vous, sans que vous en soyez forcément conscient. Alors comme je le disais au début de ce podcast, attention, l'idée n'est pas de tomber dans la paranoïa et de se dire oh là là, si j'ai des enfants, c'est sûr qu'ils vont se faire agresser. Non, là, le but de ce podcast, c'est juste de vous faire prendre conscience que le danger, il existe, il est réel et il est peut-être pour certains plus important que ce que vous pouvez imaginer. Et je sais que les personnes qui en ont été victimes sont très alertes là-dessus. Les personnes qui travaillent aussi dans le champ de la protection de l'enfance et dans la protection des femmes sont aussi très vigilants là-dessus parce qu'on y est confronté et on sait l'ampleur de ces agressions et à quel point elles sont fréquentes et récurrentes. Mais les gens qui ne connaissent pas forcément consciemment de victimes ou qui n'ont pas été victimes de ce type d'agression ont plutôt tendance à croire que c'est lointain. Et voilà, le but de ce podcast, c'est surtout de sensibiliser et de vous faire prendre conscience que c'est pas si loin. Donc faites attention à vos enfants, faites attention à vos proches aussi, s'il y a des comportements qui vous paraissent inadaptés,
qui vous mettent mal à l'aise ou qui vous dérangent, s'il vous plaît, sentez-vous libre et sentez-vous légitime pour le verbaliser, pour l'exprimer. Écoute, ce que t'as fait là aujourd'hui avec mon enfant, ça m'a mis mal à l'aise, je suis pas hyper ok que quelqu'un fasse ça avec mon enfant. Donc s'il te plaît, à l'avenir, j'aimerais que ça se reproduise pas. Ça peut être ces petites actions, ça peut être aussi si vous voyez qu'il y a un enfant qui est pas très bien avec un adulte, ou qui est mal à l'aise, ou qui a certains symptômes, qui régresse, qui a des troubles du sommeil très forts. Je veux pas dire que s'il y a un enfant qui a des troubles du sommeil, ça veut dire qu'il a été agressé, pas du tout. Mais voilà, essayez d'être vigilant et de ne pas évincer totalement euh, ce sujet de votre esprit parce que malheureusement, vraiment malheureusement, c'est très commun en fait. On disait un enfant toutes les 3 minutes, c'est énorme, vraiment. Le point central à garder en tête aussi, c'est que ce n'est pas parce que une victime ne parle pas qu'elle n'a pas été victime. Et je l'ai dit plus tôt dans le podcast, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser une victime de violence sexuelle à ne pas parler. Mais c'est vrai que dans l'état d'esprit collectif, les gens pensent que si on ne dit rien, c'est qu'il s'est rien passé et sont même parfois étonnés. On le voit là quand certaines enquêtes montrent des témoignages de femmes qui ont été agressées sexuellement il y a 20 ou 30 ans. Les gens dénoncent ce laps de temps et disent mais pourquoi elle parle seulement 30 ans après. Donc ça, je l'ai dit un petit peu plus tôt. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ce silence et je pense que je suis passée un peu vite tout à l'heure dessus et là je vais reprendre un peu point par point. Mais déjà une chose qu'il faut savoir, c'est que selon une enquête donc une enquête Ipsos pour l'association Mémoire Traumatique, sur un large panel de victimes de violences sexuelles dans l'enfance, le délai moyen euh, pour que les victimes en parlent pour la première fois à quelqu'un, c'est d'environ 12 ans après les premières violences. C'est-à-dire qu'il faut en moyenne au moins 12 ans pour qu'une victime de violence sexuelle ose en parler à quelqu'un. Et on n'est pas encore dans la démarche judiciaire, de plainte, etc. Là, on est juste dans le fait de verbaliser. Et les victimes, pour les victimes les plus jeunes au moment des faits, c'est-à-dire les enfants, enfin les jeunes qui avaient moins de 10 ans au moment des violences sexuelles, elles vont avoir tendance à ne parler que après 25 ans, après l'agression sexuelle. Il va y avoir un délai d'au moins 25 ans en moyenne avant qu'elles n'en parlent pour la première fois. D'autres données convergent vers un délai encore plus long, et c'est celui que je vous disais moi précédemment au cabinet. En moyenne, les femmes que j'accueille qui en parlent pour la première fois, elles ont entre 40 et 50 ans. Eh bien, effectivement, selon certaines études, l'âge moyen de révélation des violences sexuelles subies dans l'enfance se situerait entre 45 et 50 ans. Donc, ce qui corrèle tout à fait, finalement, avec ce que moi j'observe au sein de mon activité en tant que psychologue. Et donc, pourquoi ce silence? Pourquoi est-ce que les victimes mettent autant de temps avant de parler? Alors, je l'ai dit entre autres tout à l'heure, il y a plein de raisons. Il y a la peur de ne pas être cru, la peur de ne pas être soutenu, la peur de ce qui va se passer, mais il y a aussi d'autres explications, notamment la sidération qui vient quand une violence en fait survient par quelqu'un de confiance. Le cerveau il se retrouve face à quelque chose qu'il ne peut pas traiter immédiatement. Notamment, on l'a vu dans 80% des cas des agressions sexuelles, l'agresseur est un membre de la famille. C'est-à-dire que la personne qui était censée protéger est la même personne qui nous fait mal, qui nous violente, qui nous agresse. Et cette collision, ce paradoxe, en fait, il produit une paralysie totale où la personne, la victime, ne va ni crier, ni fuir, ni nommer ce qui se passe, va juste être dans un état de sidération. Et chez l'enfant qui n'a jamais connu autre chose depuis ses premiers souvenirs, ça va être cette paralysie, elle va être encore plus profonde parce qu'il a aucun autre référentiel. C'est-à-dire que si ça vient du père, du frère ou du grand-père ou du tonton, peu importe, il sait pas
où se situe le normal et le pas normal, encore moins si l'agresseur lui dit mais c'est normal, t'inquiète pas, il faut le dire à personne, c'est notre petit secret, etc. Il va vraiment y avoir en fait un état de sidération dans laquelle la maltraitance va devenir sa réalité et va devenir finalement quelque chose de normé. Si personne ne lui a dit que ce n'était pas normal, si personne n'a fait de sensibilisation sur ce sujet, en lui disant personne ne doit te toucher, personne ne doit faire ci, personne ne doit faire ça, ben pour lui en fait cette réalité-là, elle va être entre guillemets normale parce que personne ne lui dit, personne ne lui a dit que ce qui se passait en fait c'était pas normal, c'était pas censé se passer. Et quand l'agresseur est un membre de la famille, ben, ce phénomène n'est que renforcé. Ensuite, et je le disais tout à l'heure déjà, mais il y a forcément la honte et le sentiment aussi de loyauté familiale quand l'agresseur est un membre de la famille, que ce soit le père, le grand-père, le frère, le beau-père. Eh bien parler, c'est potentiellement faire exploser la seule famille qu'on a, les seuls repères qu'on peut avoir et dont on a besoin lorsqu'on est victime de violence. Et souvent, l'enfant, il a conscience de ça parce qu'on lui a fait comprendre explicitement ou non. Par exemple, pense à tes frères, pense à tes sœurs. Si tu parles, tu vas détruire la famille. Si tu parles, ta maman, elle va être dévastée. Qu'est-ce que va devenir la famille si t'en parles? Et donc, en fait, la honte va venir s'accumuler un peu par couches successives, avec à la base une honte de ce qui se passe, une honte de ce qu'on vit en tant que victime, ensuite une honte de ne pas oser parler, ou peut-être de ne pas avoir osé parler plus tôt, et ainsi de suite. Et puis la honte d'être responsable d'un éclatement de la famille, euh, la honte d'avoir attendu si longtemps, et puis peut-être la honte de ne pas être cru, etc. Et finalement, plus la victime attend, et plus se creuse un fossé un peu plus infranchissable en fait entre ce silence et cette libération de la parole. Il y a un phénomène qui a été documenté aussi en psychologie et qui peut être à l'origine aussi en partie d'une explication du silence des victimes, c'est ce qu'on appelle le grooming. C'est le fait que les agresseurs ne surgissent que rarement brutalement dans la majorité des cas. En fait, le plus souvent, ils vont construire sur des semaines, des mois, voire même parfois des années, la relation qu'ils vont avoir avec leurs victimes. Ils s'installent dans la confiance, ils vont normaliser les contacts, ils vont créer une relation privilégiée avec la victime, une forme presque de dépendance affective, et ils vont petit à petit imposer le secret, euh, comme s'il était partagé. C'est notre petit secret à nous deux, c'est notre relation exclusive qui veut ça, c'est parce que t'es mon ou ma petite préférée. Et c'est pour ça que beaucoup de victimes peinent à qualifier ce qui leur est arrivé, ou en tout cas peinent à accepter que ce qui s'est passé n'est pas normal et peut-être nommer en viol, en agression sexuelle ce qui s'est passé pour eux. Ou c'est aussi pour ça que de nombreuses victimes continuent de voir leur agresseur par finalement conditionnement. Elles ont été conditionnées. On parle beaucoup dans les violences conjugales du pervers narcissique, qui n'est pas un terme utilisé en psychologie, mais dont les caractéristiques peuvent être quand même exploitées. On est vraiment là dans une forme d'emprise et de manipulation de la victime par l'agresseur. Euh, et sous cette emprise, en fait, la victime a du mal à critiquer ce qui se passe, même quand on lui dit c'est grave, ce qui s'est passé, c'est pas normal. Ben, il y a quand même ce lien qui s'est créé, cette dépendance affective, cet amour parfois qui s'est déployé aussi pour l'agresseur, qui rend presque impossible la haine en fait contre l'agresseur. C'est pas systématique, hein, parfois il y a beaucoup de colère, beaucoup de haine, etc. Mais dans certains cas, ça peut être à l'origine du silence. Et puis il y a aussi, donc j'en parlais tout à l'heure, mais j'ai pas vraiment approfondi, la mémoire traumatique. C'est probablement, je pense, le mécanisme le plus incompris par les gens en général, mais c'est aussi celui qui alimente le plus des doutes injustes envers les victimes.
En fait, les violences répétées dans l'enfance vont générer un psychotraumatisme complexe dans lequel le cerveau encode des souvenirs de façon fragmentée et non pas de façon linéaire. Parce que ces souvenirs, ils sont émotionnellement saturés et que le cerveau, bah, c'est un peu comme un ordinateur. Quand il n'y a plus de place, on ne peut plus rien sauvegarder, on peut plus ajouter de fichiers. Et donc, bah, le cerveau, comme cet ordinateur saturé, quand un événement, traumatisme émotionnellement saturé, va arriver et qui va devoir le traiter, et ben il va pas le prendre comme un gros morceau et le traiter en une seule fois, il va le prendre de façon fragmentée. Et il va garder que certains souvenirs, que peut-être un souvenir d'une odeur bien précise, mais pas forcément d'une date. Il va se souvenir d'une scène vraiment avec une précision troublante et une autre scène, il va presque pas s'en rappeler. Et c'est vrai que quand la victime raconte ce souvenir pour la première fois ou quand elle essaie de restituer les événements traumatiques, bah, le discours peut sembler parfois un peu incohérent, alors qu'en réalité son souvenir ne l'est pas. C'est juste que la mémoire traumatique suit ses propres lois neurologiques et que parfois ben, les proches, que le système judiciaire bah, juge comme étant des critères insuffisants, un témoignage insuffisant pour vérifier la véracité du discours. Mais il faut savoir que plus de 80% des victimes de viol développent un stress post-traumatique euh, et un psychotraumatisme chronique avec des troubles dissociatifs. Et même le pourcentage monte à 87% quand les violences ont commencé dans l'enfance. Donc c'est vraiment pour dire la répercussion, l'impact, les conséquences négatives que ça va avoir sur la santé mentale des victimes. Et encore plus, l'impact va être encore plus important, va être d'autant plus sévère lorsque par-dessus ce traumatisme d'agression sexuelle, on ajoute ce qu'on a dit tout à l'heure, l'invalidation des proches, l'inversion de la culpabilité, où on va faire culpabiliser la victime plutôt que de culpabiliser et de responsabiliser l'agresseur, le manque de soutien, le rejet, l'exclusion, la stigmatisation, tout ce qui pourrait venir en fait aggraver le traumatisme perçu et vécu de la victime. De ce que j'ai pu observer de ma pratique clinique, de ce que je continue d'observer, c'est que on n'a pas besoin de mettre en doute la parole d'une victime. Comme je le disais, la plupart des victimes mettent très longtemps à parler, ont beaucoup de difficultés à le faire pour plein de raisons. Et lorsqu'elles le font, il y a souvent une part de culpabilité, une très forte part de culpabilité. J'ai beaucoup de patientes qui ont l'impression que c'est de leur faute. Oui, mais c'est de ma faute, j'aurais dû me défendre, j'aurais dû dire non, c'est de ma faute. Et ce sentiment, cette croyance que le trauma a installé, qu'elles ont, ces victimes, une part de responsabilité, elle est très ancrée en elles. Donc vraiment, quand vous êtes autour d'une victime ou que vous avez des suspicions, essayez vraiment de ne jamais remettre en doute la parole d'une victime ou de ne pas lui laisser penser que vous vous en fichez, que c'est pas important ou que vous ne la croyez pas. Parce qu'en fait, cette invalidation, elle creuse, elle prolonge encore plus l'isolement et elle ancre à un niveau encore plus profond la croyance que, que effectivement elles ont une part de responsabilité là-dedans, alors qu'effectivement elles n'en ont absolument aucune. Donc ça, c'était un peu le constat. Maintenant, bah, comment repérer, comment protéger, comment recevoir. Tout à l'heure, je vous disais, il faut que vous puissiez agir, il faut que nous tous puissions agir avant le système judiciaire. Il faut que les victimes puissent se sentir à l'aise d'en parler, etc. Il faut être vigilant. Eh bien, comme je le disais, ben, la première des choses chez un enfant, en tout cas, ça va être de repérer les signaux qui peuvent vous porter la puce à l'oreille, entre guillemets. Les signaux, il faut savoir qu'ils sont rarement un aveu explicite, hein. C'est très rare qu'une victime vienne et vous dise Salut, tonton m'a agressé. Non, ça se fait quasiment jamais. Les signaux, ils vont plutôt être comportementaux et même somatiques. Par exemple, et je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, une régression soudaine,
un enfant qui était propre, qui a, je sais pas moi, 6 7 ans, qui est propre au lit, qui est propre à l'école, et qui soudain se remet à faire pipi au lit, à faire pipi dans son pantalon, à l'école, donc ce qu'on appelle l'énurésie. Un retour voilà, à ça. La succion du pouce après plusieurs années d'arrêt, un repli sur soi, ou à l'inverse, plutôt une agitation inexpliquée avec des gros accès de colère, ou des gestions des émotions qui sont très difficiles. Il faut qu'il y ait quand même un changement par rapport à avant. C'est pas un enfant qui a toujours eu ce comportement-là, mais il faut qu'il y ait, on va dire, un moment où il y a comme une césure, un avant-après. Ça peut être un langage ou des jeux aussi qui sont hyper sexualisés pour son âge. Un refus d'approcher une personne précise sans raison apparente, des troubles du sommeil qui s'installent, des plaintes somatiques récurrentes sans cause médicale identifiée, etc. Tous ces signaux, ils ne prouvent rien isolément. J'insiste vraiment là-dessus, encore une fois. Si vous avez un enfant qui se met à refaire pipi au lit alors qu'il ne le faisait plus, ça ne veut pas dire qu'il a subi une agression sexuelle. Attention, vraiment. C'est pas à prendre, chaque signaux ne veut pas dire qu'il y a une suspicion d'agression. Mais c'est tous ces signaux ensemble qui méritent une attention douce, bienveillante et une certaine vigilance, et qui peuvent amener effectivement, si vous êtes parent ou proche, une question posée dans un moment bien calme, bien sécurisé, en disant à l'enfant, bon bah là ça fait beaucoup de comportements qui changent, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me parler, est-ce que tu as peur de quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange, et parler à vos enfants de leur corps dès le plus jeune âge avec les vrais mots, en nommant par exemple les parties intimes avec leur vrai nom, pour que votre enfant devienne expert de son propre corps, qu'il puisse savoir ce qui appartient aux zones intimes, aux zones qui sont interdites aux adultes ou aux autres personnes. Vous pouvez leur expliquer aussi à vos enfants qu'aucun adulte, même de la famille, n'a le droit de toucher leur corps sans leur accord, sans leur consentement, et leur expliquer ce que ça veut dire donner son accord, donner son consentement. Vous pouvez leur dire aussi que s'il se passe quelque chose, ils peuvent vous le dire, sans que vous soyez en colère, sans que vous vous fâchiez contre eux, que au contraire, vous serez là pour les protéger, que vous les écouterez, que vous les croirez. Et vous pouvez leur poser la question régulièrement, par exemple, est-ce que quelqu'un t'a déjà touché d'une façon qui t'a mis mal à l'aise? Est-ce que quelqu'un a déjà fait quelque chose qui t'a mis mal à l'aise? Est-ce que quelqu'un a déjà fait quelque chose qui ne te plaît pas? Sans induire, hein, vraiment, sans parler d'agression sexuelle frontalement, sans induire des choses qui pourraient générer de la peur ou induire des situations qui n'ont pas forcément eu lieu, mais en explorant comme ça plutôt qu'est-ce qui aurait pu te mettre mal à l'aise, est-ce que quelqu'un te met mal à l'aise, etc. C'est souvent difficile à formuler, mais c'est tellement plus important que de ne pas avoir osé en parler, que de ne pas avoir posé la question. Je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais en tant que psychologue, j'ai aucun problème à poser la question, est-ce que vous avez des pensées suicidaires? Parce que c'est une question que je pose souvent, c'est une question qui se pose très fréquemment quand on a des patients en suivi. Et un jour, j'ai un proche qui m'appelait, qui était très inquiet pour un autre proche, et je lui ai dit, ben, est-ce que tu lui as demandé s'il avait des pensées suicidaires? Elle me dit, mais aussi frontalement, je pose la question aussi frontalement. Et je lui dis, bah oui, parce que si tu poses pas cette question-là, euh, tu pourras pas savoir si, enfin, normalement, s'il en a, il te le dira, peut-être pas, mais en tout cas, s'il en a, tu auras peut-être une chance qu'il t'en parle et de pouvoir agir concrètement pour l'aider. Et en fait, souvent, je me rends compte que les gens osent pas poser certaines questions, osent pas investiguer certaines choses, peut-être parce qu'on a peur de ce qu'on pourrait trouver. Peut-être qu'on aurait peur que notre enfant nous dise bah que oui, il y a quelqu'un qui fait des choses qui me met mal à l'aise et ne pas savoir quoi faire de ça. Mais vous serez toujours plus utile et vous serez toujours plus protecteur en le sachant qu'en faisant mine de ne pas savoir, ou en tout cas en n'essayant pas en tout cas de vous en assurer. Et c'est vraiment ça qui est important. Et un autre point vraiment que vous pouvez travailler, c'est de ne surtout pas
minimiser la parole de la victime et de la recevoir avec bienveillance. S'il vous plaît, évitez les phrases que j'entends et que je réentends dans la bouche des victimes qui les ont vécues. Oui, mais c'est pas si grave. Non, mais t'es sûr de ce qui s'est passé, t'es bien sûr de toi. En fait, ces phrases, elles ferment définitivement la porte qu'il a fallu des années à entrouvrir pour les victimes. Donc quand quelqu'un vous en parle, quand quelqu'un essaie de vous parler de quelque chose, même si c'est pas très explicite, même si c'est pas direct, quand vous voyez que quelqu'un essaie de vous parler de quelque chose qui le met mal à l'aise, qui est un peu délicat, essayez d'ouvrir la porte qu'elle essaie de pousser. Croyez cette personne, ou au minimum, en tout cas, ne la discréditez pas. Nommer la confiance qu'on vous fait, par exemple en lui disant: je suis contente que tu me fasses confiance, je suis contente que tu m'en parles, euh, tu as raison, tu as bien fait d'en parler, il ne faut pas rester seul, je te crois. Tous ces types de phrases qui sont pas grand-chose en soi, mais qui font du bien pour une personne qui essaie de parler, qui n'invalide pas, qui au contraire valide. Et ça c'est vraiment important et ça manque beaucoup trop en fait. Attention quand même hein, à ne pas promettre ce que vous pouvez pas contrôler. Ne pas promettre des choses qui ne dépendent pas de vous ou que vous pourriez pas tenir. Évitez aussi les interrogatoires de commérage. N'essayez pas de chercher des informations juste pour alimenter votre curiosité, mais posez les bonnes questions pour demander de quoi la personne a besoin, qu'est-ce qu'elle attend de vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider. Plutôt des questions ouvertes finalement. Et voilà, lui demander ce qu'elle attend de vous concrètement dans cette situation pour pouvoir la soutenir et l'aider, quoi. Et ensuite, n'hésitez pas, comme je le disais, hein, quand vous avez soit que vous êtes témoin de quelque chose ou quand on vous confie quelque chose, n'hésitez pas à orienter vers des professionnels de santé formés. Donc des psychologues spécialisés en psychotraumatisme, des associations, par exemple mémoire traumatique et psychotraumatologie, AVFT, le CNAEM, le numéro 3919, l'unité d'accueil aussi et de soins des victimes de violences sexuelles. Enfin, essayez de voir un peu autour de chez vous ce qui peut exister et ce qui pourrait être utile comme ressource pour la personne en question, la victime, ou si même vous-même vous êtes victime. Si vous consultez un jour un psychologue, n'hésitez pas à en parler et normalement le ou la psychologue pourra vous aider à mettre en place des démarches pour vous protéger et aussi si besoin eh bien, pour entamer des démarches judiciaires si c'est nécessaire. Pour vous, bien sûr. Donc voilà, ça peut être, comme je le disais, hein, votre boulangère, votre collègue, votre meilleure amie, votre sœur, toutes ces personnes qui ne vous ont peut-être jamais rien dit, non pas parce que ça ne leur est pas arrivé, mais peut-être parce que les conditions pour parler n'ont jamais été réunies. Les violences sexuelles, comme je vous le disais, sur enfants ne sont pas rares, mais pourtant elles sont bel et bien invisibilisées en France aujourd'hui. Et cette invisibilité, elle se construit notamment dans le silence des familles, dans les plaintes classées sans suite, dans les regards qui se détournent, dans les oreilles qui se bouchent aussi. Et donc la prochaine fois que quelqu'un vous parle, soyez cette condition-là, soyez cette personne qui pour la première fois peut-être ne l'invalidera pas et au contraire la soutiendra. Et j'aimerais bien finir sur une phrase d'Anouk Grimbert qui a écrit un livre sur les violences sexuelles dont elle a été victime dans son enfance. Dans son livre, elle dit une phrase qui est très parlante et je pense que je vais finir là-dessus. Ce monstre n'existerait pas sans le silence et la complaisance de la meute. Et je trouve que cette phrase, elle rappelle vraiment bien que les violences sexuelles ne se maintiennent pas seulement à cause des agresseurs, mais aussi à cause de ceux qui autour d'eux les laissent faire, les couvrent ou détournent les yeux. Donc réfléchissez à tout ça, j'espère que ce podcast n'a pas été trop lourd, je sais qu'il a été un peu décousu parce que je pars un peu dans tous les sens et comme je vous disais c'est un sujet complexe où j'ai envie d'être
assez détaillée, pointilleuse, mais sans en faire trop, sans être trop lourde. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses et que à l'avenir, vous serez peut-être plus vigilant ou vigilante à ce qui se passe autour de vous, que vous ne cautionnerez pas certains gestes inappropriés, certaines paroles inadaptées, et que vous serez cette personne qui tendra la main à la victime qui peut-être se cloître dans le silence depuis des années ou depuis des mois. Et j'espère que les choses changent en tout cas, et c'est vraiment tout ce que je souhaite pour notre société, pour les générations actuelles, mais aussi les générations futures. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, s'il vous plaît, ce que vous avez pensé de ce format, de ce sujet et de cet épisode. Et puis, on se retrouve prochainement pour un nouveau thème, un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et à tout bientôt.